Patrick Artus, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, je rappelle que vous êtes chef économiste de Natixis. Patrick, la question qui occupe vraiment tous les esprits, c'est celle de l'inflation. Alors, quand on a eu les premières tensions inflationnistes, les économistes dans leur ensemble ont dit bon, ce n'est qu'un phénomène transitoire. Bon, on voit que c'est du transitoire qui dure pour le moment, et on commence à voir certains réviser leur jugement et se dire finalement cette inflation, elle est peut-être là pour durer. De votre point de vue, durable ou pas durable ? Oui, je crois qu'il faut être assez précis parce qu'il y a pas mal de confusion dans l'analyse. Il y a vraiment deux sujets. Il y a l'inflation entre maintenant et disons 2023, dans les 18 prochains mois, dans les 2 prochaines années. Et puis il y a l'inflation de moyen terme. Qu'est-ce qui va se passer entre 2025 et 2030, dans la fin de la décennie. Et ce n'est pas du tout la même analyse dans les deux cas. Et parfois, on enchaîne les deux sans faire cette distinction. Alors commençons, si vous voulez, par l'inflation de court terme. Donc qu'est-ce qui va se passer à la fin de cette année et l'année prochaine ? On a deux questions. La première question, c'est quelle va être l'évolution des prix des matières premières ? Puisque pour l'instant, cette inflation est exclusivement une inflation matières premières, je vais y revenir. Et ces matières premières au sens très large, c'est l'énergie, les métaux, l'alimentation, le transport, les semi-conducteurs, etc. Et puis, la deuxième question, toujours dans cet horizon de, disons, 18 mois, c'est est-ce que cette inflation matière première va passer dans les salaires ? Alors, on se rappelle les années 80, on a un choc pétrolier, et ce choc pétrolier devient extrêmement inflationniste et durablement parce qu'il passe dans les salaires. Parce que les salaires, évidemment, réagissent à la hausse des prix de l'énergie. Alors, est-ce qu'on va avoir ça ? Alors, reprenons ces deux points. Sur les matières premières, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le pétrole est à peu près plat, mais le pétrole, la situation est très différente des autres matières premières. C'est un problème de production volontaire. Les pays de l'OPEP volontairement restreignent leur production pour avoir des prix élevés. Donc c'est quelque chose qui n'est pas lié à une contrainte physique de production. Et on voit qu'ils sont à peu près à leur objectif, qui est de l'ordre de $85 le baril, et on va sans doute y rester un assez long moment. Mais on ne voit pas le pétrole monter plus. Il va être cher durablement, mais à peu près à ce niveau-là. Toutes les autres matières premières, on est déjà, et alors, curieusement les marchés n'ont pas l'air de s'en rendre compte, dans une très forte baisse des prix par rapport au pic. Si vous prenez le prix du gaz naturel en Europe, le prix était divisé par 2 ce matin par rapport à ce qu'il était il y a 2 mois. Divisé par 2, quoi. Les semi-conducteurs, on a une baisse de 30%. Les containers sur le Pacifique, on a une baisse de 25%. Les métaux, on a une baisse de 10% et qui est en train d'accélérer. Le bois, le prix était divisé par 3. Donc on est déjà très en dessous des niveaux les plus élevés qu'on avait à la fin du printemps et au début de l'été. Et ça parce que l'offre s'ajuste. Les transporteurs maritimes affrètent plus de bateaux, les fabricants de semi-conducteurs augmentent leur capacité, probablement 9% de hausse de la capacité cette année. Voilà, et on a aussi des aléas qui se réparent. Il y avait des pannes, des choses comme ça qui sont réparées. Donc on est passé au-delà du pic des prix des matières premières. Donc, l'été prochain, les matières premières, quand on regardera sur l'année écoulée, auront une contribution négative à l'inflation. C'est quelque chose qui est important à avoir à l'esprit. Alors, deuxième question, est-ce que tout ça, est-ce que ces hausses de prix, on a 3,5 d'inflation en Europe, 3,4, on a presque 5,5 aux États-Unis, est-ce que ces hausses de prix vont passer dans les salaires ? Alors, il y a des revendications, évidemment, il y a des grèves, il y a beaucoup de revendications. Ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, on ne voit pas du tout d'indexation des salaires au prix. Les salaires ne réagissent pas aux hausses des prix. Ils sont à peu près sur la même tendance de croissance qu'avant la Covid. Et alors que l'inflation était évidemment beaucoup plus basse à ce moment-là. Et pourquoi ça ? Parce que les entreprises peuvent s'ajuster autrement. Les entreprises, s'il y a des problèmes de recrutement, elles peuvent s'ajuster par la productivité. Et on le voit très clairement, les entreprises font beaucoup de gains de productivité, elles s'automatisent, elles se robotisent, etc. Et pour utiliser moins de travail, c'est quelque chose qui était absolument clair. Et puis aussi, il faut voir que les entreprises embauchent des salariés un peu moins qualifiés, les forment elles-mêmes, donc essaient de sortir de cette difficulté en augmentant assez peu les salaires. Et quand vous regardez ce qu'ils signent comme accords salariaux, c'est assez étonnant, je veux dire, c'est pas du tout élevé, il n'y a pas de forte hausse des salaires qui sont signés, mais les entreprises donnent autre chose, elles donnent de meilleures conditions de travail, des meilleurs contrats,
Regardez en France, la part des CDI dans les contrats de travail augmente très rapidement. Et aux États-Unis, beaucoup d'automatisation, forcément pour se passer des salariés, pour mettre des robots à la place des salariés. Alors j'aimerais réagir sur les différents points que vous venez d'évoquer. On va prendre dans l'ordre. Bon, déjà, vous nous dites, finalement, cette inflation, elle procède plutôt de la flambée des matières premières, qui est en train de se calmer, en tout cas sur plein de matières premières. Et du côté du pétrole, on aura un prix élevé, mais stable. C'est votre scénario. C'est vrai que l'Agence internationale de l'énergie a dit qu'au premier trimestre 2022, si je ne me trompe pas, on devrait avoir en effet l'offre qui s'ajuste à la demande. Bon, ça c'est sur le court terme. Cela dit, on a eu un déficit d'investissement dans l'industrie pétrolière depuis un certain nombre d'années. L'OPEP dit que pour maintenir, à cause du phénomène de la déplétion naturelle, la production à niveau, il faut investir 630 milliards de dollars par an. On a investi entre 400 et 450 milliards ces dernières années par an. Donc on a un problème de toute façon d'offre aussi qui va être contrainte. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas le même horizon de temps. Ça, ok. Mais certains estiment qu'au contraire, ça va à un moment donné contraindre encore une fois l'offre, alors qu'on a toujours besoin d'énergie fossile et que la transition énergétique, mais ça sera sans doute un sujet qu'on va aborder un peu plus tard, puisque c'est peut-être l'horizon de temps plus long, ne va pas, dans un premier temps, diminuer les demandes d'hydrocarbures. Et puis, vous parlez des tensions salariales. Aux États-Unis, on a tout de même des mouvements sociaux qui sont en train d'émerger dans un certain nombre d'entreprises. Alors oui, il y a des accords qui sont négociés, mais parfois, on a des grèves, notamment chez Deere, le fabricant de matériel agricole. Les salariés ont rejeté l'accord passé entre l'entreprise et le syndicat et ont décidé de faire grève. On a une autre entreprise, c'est Kaiser Permanente de la Californie du Sud, qui est un groupe de santé. Et là encore, on a 28 000 salariés qui ont décidé de faire grève à 96%, toujours avec la même revendication, plus de salaire. Donc, est-ce que l'effet de second tour, on peut vraiment l'écarter ? Non, mais ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, il faut faire attention aux choses anecdotiques, parce que si vous prenez l'ensemble des salaires aux États-Unis, ils ont augmenté de 3,7% sur un an, par tête, et les gains de productivité sont à 4. Ce qui donne ce résultat très extraordinaire, c'est que le coût salarial unitaire, c'est ça qui compte pour les prix, il est à 0. Donc on a de la désinflation salariale aujourd'hui aux États-Unis. Alors c'est vrai, mais vous pourriez dire, en France, le branche restaurant vient de signer sur des hausses de salaire de 8%. Donc il y a plein de micro-marchés où il y a des hausses de salaire assez fortes. Et est-ce que ces gains de productivité sont bien répartis ? Parce que est-ce qu'ils ne se concentrent pas dans certains secteurs oui, mais si vous voulez, après, ce que regarde la Réserve fédérale, c'est les prix à la consommation. Je veux dire, ils ne vont pas regarder les prix de tel ou tel bien. Donc ce qu'on va voir sans doute, c'est des très fortes déformations des prix relatifs. Ça, on l'a déjà, parce qu'il y a des secteurs qui consomment des matières premières, d'autres qui n'en consomment pas. Des secteurs où il y a des pénuries d'emplois, des secteurs où il n'y en a pas. Mais globalement, pour l'instant, on ne voit pas du tout d'accélération des coûts salariaux. Et en Europe, prenez la zone euro, le coût salarial unitaire, le salaire corrigé de la productivité, sur un an, il est à moins 4%. Moins 4%, c'est moins incroyable. Parce qu'à nouveau, les entreprises font cet énorme effort de productivité, elles substituent du capital au travail. Et des robots, de l'automation, etc., capital au sens large. Et tant qu'on a ça, même si les salaires augmentent un peu plus vite, on n'a pas d'inflation, parce que les salaires sont mangés par les gains de productivité. Vous avez raison, il faut surveiller ça. C'est-à-dire, est-ce que les gains de productivité vont pouvoir continuer à absorber les hausses de salaire ? Est-ce que les hausses de salaire ne vont pas accélérer ? Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Et ce qu'on peut dire, c'est que photographiquement, à la fin de l'année 2021, on ne voit pas d'inflation salariale, ni aux États-Unis, ni en Europe. Il y a une exception qui est le Royaume-Uni. Là où il se passe des choses assez différentes avec le Brexit, l'arrêt de l'immigration depuis l'Europe, etc. Mais à part le Royaume-Uni, dans les pays de l'OCDE, il n'y a pas d'inflation salariale. Alors je suis d'accord avec vous, il faut le surveiller. Simplement aujourd'hui, on sent bien du côté des entreprises une volonté de préservation des marges, et donc l'utilisation d'autres, comme je disais avant, d'autres techniques. À nouveau de l'automation, de l'amélioration des conditions de travail, de l'amélioration de la nature des contrats de travail. On peut avoir plein d'idées finalement pour retenir les salariés, qui ne soient pas uniquement les salaires. Mais à nouveau,
Étant donné ce que nous observons à la fin de cette année, la prévision normale d'inflation qu'on doit faire pour l'année qui vient, c'est une décrue assez forte de l'inflation, parce que les matières premières se retournent et on ne voit pas arriver d'inflation salariale. Dans les facteurs de perturbation, il y a ceux de la chaîne d'approvisionnement qui ont eu un impact inflationniste assez fort. Vous dites, bon, là, les choses sont en train de se régulariser, se normaliser, mais est-ce que la vitesse de cette normalisation n'est pas plus lente que ce que vous anticipez? Parce que par exemple, dans le secteur de semi-conducteurs, on annonce des ouvertures d'usines, mais pour les faire, ces usines, ça va prendre un certain temps. En fait, la capacité productive, elle sera disponible peut-être dans 12, 18 mois ou 24. Non, parce que déjà sur un an, sur l'année écoulée, la capacité de production a augmenté de 9% déjà. Et même quand vous regardez les derniers communiqués de l'Association mondiale des producteurs de semi-conducteurs, ils craignent la surcapacité dans la seconde moitié de 2022. Alors aussi, il faut dire un mot de pourquoi on a ce choc. Ça peut être assez bizarre. Le PIB du monde aujourd'hui, il n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant la Covid. Donc, et pourquoi vous avez une forte hausse des matières premières et des prix des matières premières et du coût du transport, alors que le PIB n'a pas retrouvé son niveau d'avant la Covid? C'est quand même super bizarre. Et la raison, c'est la composition du PIB. On a à l'intérieur, la demande aujourd'hui, c'est beaucoup moins de services et beaucoup plus de biens. Et donc, comme on demande beaucoup plus de biens, on demande beaucoup plus de matières premières, de transport, de containers, etc. Est-ce que ça va durer? C'est-à-dire, est-ce qu'on va rester dans une demande qui s'est fortement déformée vers les biens, ou est-ce qu'on va revenir sur ce qu'on avait avant la Covid? Alors, il y a une partie qui est, je dirais, qui est transitoire, de tous les obstacles qu'on a encore dans plein de pays à la consommation de services. Il y a encore plein de pays qui ont des confinements ou des restrictions sanitaires, etc. Donc ça va se corriger. Il y a le télétravail, mais c'est un peu one-shot. Télétravail, ça a provoqué une hausse massive de l'équipement informatique, par exemple. Donc ça, c'est des biens. Et puis, il reste une composante permanente qui est la transition énergétique. La transition énergétique, c'est incroyablement gourmand en biens. Il faut isoler les bâtiments, il faut construire des éoliennes, il faut des électrolyseurs, il faut poser des réseaux électriques, etc. Et donc ça va rester. Donc il y a un bout de la déformation vers les biens qui va rester, c'est tout ce qui touche à la transition. Et il y a un bout qui va disparaître, c'est ce qui est lié directement à la Covid, ou au changement de comportement après la Covid. Donc on va quand même avoir une situation où on va en partie rééquilibrer ce partage de la production. Aujourd'hui, on produit pas beaucoup de services et beaucoup de biens, Donc forcément, c'est un effet bizarre sur les matières premières. Et puis on a sans doute aussi des problèmes de stock, puisqu'on avait moins de stock. Oui, mais ça commence à s'arranger. Mais surtout, on a toujours une demande de biens qui est très très forte. La demande pour les produits électroniques, pour l'équipement de la maison, pour les matériaux de construction est très au-dessus de la normale. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'avait pas gonflé les stocks en 2020 parce qu'on ne pouvait pas. Et donc, mais ça, c'est en train d'être réglé. C'est un phénomène transitoire. Donc, il y a un bout qui est transitoire, mais il y a quand même un bout permanent dans cette... Alors, justement, puisqu'on dit bien qu'il y a deux temporalités, donc ce que vous nous dites là pour le moment, Patrick, c'est que selon vous, on va avoir tout de même une décrue de l'inflation importante en 2020. Au cours des 12 prochains mois, avec un peu de délai, parce que quand les prix des matières premières se retournent, les prix pour le consommateur se retournent avec 4-5 mois de décalage. Mais venons-en à une temporalité plus large, puisqu'on a évoqué la transition énergétique, et d'ailleurs vous avez fait des papiers assez intéressants sur le sujet, et vous écrivez tout de même qu'on va avoir une hausse, cette transition énergétique va conduire à une hausse des prix de l'énergie, et aussi des automobiles, des logements, je vous lis là. Oui. Donc cette inflation de plus long terme, elle risque d'être plus importante là? Oui, alors là on change d'horizon, pour que ce soit bien clair pour ceux qui nous écoutent. On parle de la seconde moitié de la décennie, disons. Et là, alors, il y a plusieurs sujets d'interrogation sur la question de l'inflation. D'abord, il y a le vieillissement. Tous les professeurs d'économie de la Terre enseignent à leurs étudiants que le vieillissement démographique, c'est inflationniste, parce que les retraités consomment et ne produisent pas. Bon, c'est un peu douteux, parce que regardez le Japon, il y a un énorme vieillissement et l'inflation est négative. Donc c'est pas si clair que c'est vrai. Les retraités peuvent continuer à épargner beaucoup, enfin bon. Mais il y a surtout il y a la transition énergétique sous tous ses aspects. Donc il y a l'aspect direct de production d'énergie. L'énergie renouvelable, elle est intermittente. Et comme elle est intermittente, il y a les coûts de l'intermittence. Quand on peut produire, il faut produire beaucoup, et il faut stocker, il faut le rendre au réseau. Tout ça, c'est beaucoup d'équipements.
Ça va être de l'hydrogène assez largement dans le futur, mais il va falloir faire ces installations. Et puis il faudra une capacité de production qui est bien supérieure à la demande, puisque quand on peut produire, il faut produire plus que la demande pour stocker. Donc ça, déjà, ça, c'est on a l'exemple de l'Allemagne qui est assez parlant, qui a un double réseau finalement. Voilà. 100 gigawatts de capacité renouvelable, et puis on a 100 gigawatts de capacité traditionnelle. Oui, mais il n'y aura plus de traditionnel dans 20 ans. Il n'y aura que du renouvelable. Oui, mais... et donc, vous n'aurez pas de backup. Donc, ça veut dire que quand il y aura du vent, il faudra stocker pour le moment où il n'y aura pas de vent. Mais on n'y est pas encore, c'est ce que je veux dire. Oui, mais on va y aller de plus en plus. C'est-à-dire, plus le poids des renouvelables va augmenter, plus vous ne pourrez pas utiliser des fossiles quand il n'y a pas de vent, plus vous devrez avoir stocké quand il y a du vent. Évidemment, il y aura un coût de stockage qui va être extrêmement important. Ensuite, la décarbonation de l'industrie. Alors, quand on dit l'industrie, c'est très concentré sur le ciment, l'acier, l'aluminium, etc. C'est monstrueux comme coût, la décarbonation de l'industrie. Il faut changer les usines, il faudra sans doute passer à l'hydrogène, il faut poser les pipelines qui vont amener l'hydrogène. Enfin, c'est des coûts absolument faramineux. De façon générale, vous voyez, la logique économique, qui est d'ailleurs comptable aussi de ça, c'est que vous allez remplacer du vieux capital par du capital neuf. Mais le vieux capital, il est amorti. Et que ce capital neuf, il va falloir l'amortir. Donc il va falloir passer dans les prix, ce qui permet d'amortir le nouveau capital. Et puis le troisième sujet, c'est le logement, puisque bien sûr, un tiers des investissements de la transition, c'est l'isolation thermique des bâtiments et des logements. Et puis c'est très coûteux et c'est une rentabilité économique extrêmement faible. Il y a le temps de retour sur de l'isolation, c'est de l'ordre d'un siècle. Mais là, vous me dites, finalement, les prix, enfin les prix associés au logement, à l'énergie vont monter, c'est pas bon pour les classes moyennes. Et aux produits industriels. Et aux produits industriels. Aux biens intermédiaires. Et aux biens intermédiaires. Ouais. Mais bon, alors, ça va tout de même impacter le pouvoir d'achat. Oui, alors après, globalement, il va falloir assumer. Le problème, c'est plutôt l'effet inégalité. C'est-à-dire qu'en plus, tout ça est plutôt le poids dans la consommation, dans le revenu de tous ces produits qui vont être plus chers, est d'autant plus élevé qu'on regarde des ménages à revenus faibles. Prenez l'énergie, c'est 15% des revenus des ménages les plus pauvres en France et c'est 4% des revenus des ménages les plus riches. Donc ce n'est pas tellement un effet de pouvoir d'achat global, c'est un effet d'inégalité. Alors quand vous allez ajouter le prix des voitures, le prix de l'énergie, le prix des logements, etc., vous allez avoir un effet d'inégalité qui est insupportable. Donc pour ça qu'on parle de transition juste, simplement il faut tirer la ficelle jusqu'au bout. Ça veut dire qu'on va devoir faire des transferts très importants vers les ménages les plus modestes, disons vers le quart des ménages en bas de l'échelle des revenus, c'est à peu près là que le problème est le plus grave, et que ces transferts, aujourd'hui on les finance par la dette, on ne pourra pas les financer par la dette pendant 30 ans, donc on va devoir les financer par l'impôt. Et donc, ce qu'on commence à voir aux États-Unis, au Royaume-Uni, qui est la remontée de la pression fiscale sur les plus riches, sur le revenu du capital, sur les plus-values, ça va devenir la norme. Donc, je pense qu'on va assister dans les 20 prochaines années à la complète inversion du mouvement des 20 dernières années, qui était sans arrêt de faire baisser la taxation du capital. Je pense qu'on va faire, au sens large, les revenus, les plus-values, etc. Je pense qu'on va faire remonter la taxation du capital pour financer tous ces transferts publics qui vont être nécessaires pour compenser les hausses des prix sur les plus modestes. Donc on va changer totalement de vue sur la fiscalité. Ça veut dire que là, on se situe évidemment à un horizon beaucoup plus long. Biden, il l'a annoncé cette semaine, qu'il allait remonter la taxation sur les plus riches. Et Boris Johnson a annoncé qu'au lieu de baisser le taux d'imposition des profits des entreprises, il allait le monter. Enfin bon, donc c'est parti, quoi. Donc on pourrait bien rentrer dans quelques temps dans une période beaucoup moins favorable au marché actions. Oui, alors à nouveau, on est dans le long terme. Mais... Là, je parle du long terme. Oui. Moi, je pense que, le marché action, il n'est pas tiré que par la baisse de la taxation du capital. Il y a aussi la rentabilité des entreprises. Mais oui, cette rentabilité, elle va être tout de même un peu malmenée si les investissements sont considérables. Mais si vous voulez, on a eu un mouvement sur 20 ans ou même plus qui était ce qu'on a appelé, il y a la concurrence fiscale, quoi. Les Américains, ils disent « race to the bottom ». Donc on a eu un mouvement où on a tiré vers le bas continuellement la taxation du capital, du revenu du capital, du niveau de capital, des plus-values en capital, etc. Si vous prenez l'ensemble de l'OCDE, il y a 20 ans, la taxation du capital, c'était en moyenne 38%, aujourd'hui c'est 28%. Et je pense que oui, on va remonter, et ça va remonter, quoi. On va repartir de ce point bas de 28% et on va remonter. Et effectivement, c'est pas très bon, c'est pas bon pour le rendement du capital, quoi. Je veux dire, le rendement du capital va baisser parce qu'on va taxer davantage le capital. Bon,
Mais à nouveau, là, on parle des 30 prochaines années, hein. C'est pas la semaine prochaine. Absolument. Alors, il faut bien distinguer les horizons temporels. Donc, ce que vous nous dites, c'est que l'inflation, finalement, n'est pas un sujet à court terme pour vous, Mais c'est un sujet de moyen terme. mais que c'est un sujet de moyen long terme. Et après, tirons la ficelle, c'est un sujet d'inégalité. Et les gouvernements traiteront ce problème d'inégalité. Et la seule façon de le faire, c'est de lever de la ressource fiscale qui permet de le traiter. Patrick, merci. Donc, on a bien retenu le message. À court terme, selon vous, l'inflation va refluer assez sensiblement courant d'année 2022. Par contre, à plus long terme, là, ça va être une véritable question. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à liker, ça nous aide. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous. Et si vous avez des commentaires ou des interrogations quant à ce que nous a dit Patrick, eh bien n'hésitez pas à nous les poster en bas de la vidéo. À très bientôt.